aura 1000 personnes, mais si on n'est même pas assez nombreux, l'essentiel c'est la qualité de notre rencontre qui est là. Et puis on peut en faire d'autres. Et qui, voilà. Aujourd'hui, je suis là parmi vous pour présenter un petit peu mon pays, qui est l'Afghanistan, notamment, vous voyez, le drapeau tricolore. L'Afghanistan, bon, on entend beaucoup parler, un peu dans les médias. On a beaucoup parlé un peu dans ces derniers temps de la reprise de pouvoir par les talibans, par exemple. Monsieur, Mais d'abord, je me présente moi-même un petit peu dans quelques notes. Oui. Je m'appelle Jalil Shafaï, comme vous voyez en rouge. Oui, oui. J'ai 26 ans, bientôt 27. 23 avril, c'est mon anniversaire. Voilà. bientôt. Je viens de l'Afghanistan, d'une province qui s'appelle Ghazni. Oui. Vous voyez sur la carte de l'Afghanistan ici, Un peu le centre. en rouge, centre, sud-est aussi. Oui, Voilà. Et moi, je viens aussi de la minorité Hazara. Parce qu'en Afghanistan, on est un pays très multiethnique, grand pays. On a 34 provinces dans ce pays. 34 provinces. C'est un pays multiethnique, divers, multilangue. Et au niveau même la surface, un pays assez varié. On a des montagnes jusqu'à 8000 mètres d'altitude. 8000 mètres d'altitude. On a des plats, des plaines aussi, comme Marseille, chaud, voilà. Donc ça dépend. C'est un pays musulman, mais un pays aussi assez ancien, historique, culturel, bien sûr. Après, je suis né dans une famille chiite musulmane où j'ai 4 grands frères et 2 sœurs. On est 7 enfants. Mes parents sont des gens ouvriers de la montagne qui vivent toujours dans la montagne. Là, sur les photos, c'est un costume afghan traditionnel. Il est joli, très chic. Traditionnel. Voilà. En Afghanistan, à peu près, on s'habille comme ça. On s'habille comme ça. Et puis, donc voilà, j'ai parlé de mes parents. Si vous allez voir dans le livre, j'ai écrit même un chapitre entier de mon livre pour mes parents. Qui s'appelle Les deux héros, parce que grâce à ces 2 héros, on a pu aller à l'école, tous les 7 enfants. Tous les 7 enfants. Mon père a travaillé toute sa vie tout seul pour les 7 enfants. Il ne laissait jamais, il me dit par exemple, il a dit toujours aller à l'école, continuer vos études, parce que mon père et ma mère malheureusement ont vécu toujours que les guerres. Et oui, c'est ça. Ils n'ont jamais pu aller à l'école. Ils ne pouvaient jamais. Et donc, ils ne souhaitaient pas qu'on devienne aussi des analphabètes. Il dit que moi, je prends le risque, je sacrifie, mais vous allez à l'école. Ça, c'est les héros, ça. Eh oui. C'est des héros. Et c'est pour ça que j'ai écrit le dernier chapitre du livre, j'ai dit toujours mes héros. Les héros. Oui, les 2 héros. Voilà. Donc, mes parents ont tous les deux à peu près entre ma mère 55, mon père 60. Et mon père a travaillé toute sa vie, à peu près 40-45 ans de sa vie en Iran, à Téhéran, la capitale. Voilà. Il était gardien, quelqu'un dans l'agence de nettoyage. Il a tout fait. Mais vraiment pour nous aider. Imaginez-vous, vous êtes tous parents, certainement. Oui. 7 enfants. Avoir 7 enfants, c'est pas facile. C'est une vie de travail. Eh oui. Le sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. Et c'est pour ça, on est tellement reconnaissant. On est tellement. J'ai pas de mots pour dire ça. Et ces 2 personnes sont tellement chères. Ça fait 7 ans que je ne les ai pas vues. Je suis parti à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai 26 ans. Mais bon, ils sont fiers de toi. Je me considère un homme mature, adulte, mais c'est vrai que quand je suis parti, moi je suis l'avant-dernière parmi 7 enfants. Donc les restes sont tout grands, tout mariés, tous ont des enfants. Donc, mon père et mes parents sont des grands-parents aujourd'hui. C'est vrai que même les êtres humains on s'adapte malheureusement, mais c'est dur. C'est dur. Oui.
mes parents moi je suis sûr qu'ils sont tristes, mais aussi contents. Contents. Ils sont fiers certainement parce qu'ils ont tout fait, tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont tout fait pour vraiment sauver nos vies. Ils nous envoyaient tout à l'extérieur, vraiment parce qu'ils voyaient qu'en Afghanistan, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Pourquoi je dis ça, plus d'avenir? Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce pays. J'ai bien expliqué que l'Afghanistan est un pays indépendant à partir de 1919. Avant, c'était une colonie anglaise. Donc à partir de 1919, Première Guerre mondiale, en Europe, donc l'Afghanistan est reconnu par un roi qui déclarait l'indépendance, il se battu contre les Anglais. Finalement, on devient un pays libre, indépendant. Mais on était quand même toujours un pays géré par un roi, royaume. Ça durait jusqu'à 1950. 1950. De 1919 jusqu'à 1950, toujours on avait des rois. Pour la première fois, en 1950, en Afghanistan, on a une république. Une république annoncée par un chef militaire qui s'appelait Daoud Khan dans ce pays. Donc pour la première fois en Afghanistan, on avait une république, mais une république plutôt stricte militaire, gérée par un chef de guerre, Daoud Khan. Daoud Khan était à peu près pendant 10 ans le président de l'Afghanistan, mais pas dans un processus démocratique. Non, parce qu'il était un chef militaire, il gérait l'Afghanistan. On attend que monsieur arrive. Mieux. Afghanistan, à partir de 1950, géré pendant 10 ans par un chef militaire, chef de guerre, Daoud Khan, qui s'appelait Daoud Khan, dans une république auto-proclamée par un chef de guerre, malheureusement assez strict, assez autoritaire, qui n'entendait pas les autres ethnies, les minorités surtout. Et donc, toujours comme d'habitude, une dictature ou un strict chef de guerre ne peut pas gérer 30 millions d'habitations, 30 millions de populations pendant des années. Ça ne va pas marcher ça. Et donc c'était le cas. Et finalement, un groupe de communistes, attention, dans les années 60, un groupe de communistes éduqués, fondés, soutenus par les anciennes RUSS, descendent en Afghanistan. Ça sont des Afghans, des élèves afghans. Ils sont descendus en Afghanistan avec des idéologies communisme. Il arrête, assassine le président autoproclamé, Daoud Khan. Et donc Daoud Khan, finalement, son gouvernement tombe à partir de 1960. Ok, on est en 1960, attention. 1960, pour la première fois, il y a un régime qui s'installe. Et ça s'appelle les communistes. Les communistes formés par les anciens RUSS. Le régime s'installe, malheureusement, encore une fois, en Afghanistan, si vous voulez, on a un proverbe. En Afghanistan, on dit, en Afghanistan, on a l'habitude du changement de régime. Tous les 10 ans, il y a un changement de régime. Tous les 5 ans, il y a un changement. Tous les 20 ans. Tous les régimes, que ce soit dictature, roi, colonial, communisme, si vous voulez, wahhabisme, les conservateurs musulmans ou les démocrates ont, dans quelque sorte, ils ont essayé de gouverner l'Afghanistan, mais ça n'a pas duré. Parce que, malheureusement, leur base n'est pas construite. Voilà. Ils s'imposent sur un peuple. Et vous voulez que, si vous voulez, partout dans le monde, on a des expériences. Si un régime s'impose, peut-être ça va durer quelques jours, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas toute la vie entière. Donc on est, attention, 1960. 1960, le communisme s'installe en Afghanistan, assez détendu, assez, avec beaucoup des idées très diverses. Il rêvait de changer l'Afghanistan,
dans quelques jours. Ils voulaient que l'Afghanistan devienne un pays comme la Russie dans quelques jours. Eh bien, c'est pas évident. Vous avez un pays musulman, avec une racine musulmane, avec des cultures pures, anciennes, avec un pays historique, et vous voulez les changer dans quelques jours, devenez un pays athée, non croyant, et vous voulez absolument comment on dit, changer, non. Et donc, les communismes, quand même, ils étaient là pendant à peu près 15 jusqu'à 20 ans. Le communisme ont commencé après 5 ans de leur mandat en Afghanistan, dans les années 65-70, à se diviser en deux. Voilà, ça c'était le début de leur défaite. Oui, la division. Ouais, la division du communisme en Afghanistan. Il y a une partie pro-russe, une autre partie nationaliste. Le communisme se divise en deux. Donc c'était là le départ vraiment le début de leur défaite. Ok, donc on est dans les années 70, attention. On monte. 70, finalement le communisme faiblesse. Il se faiblit en Afghanistan. Et petit à petit, le peuple afghan aussi, on avait marre du communisme. Parce qu'ils étaient assez brutaux. Ils voulaient changer l'Afghanistan par la peur, par la violence et par assassinat, par prisonniers. On avait des milliers des Afghans, des musulmans qui ont été disparus. Cependant, des milliers qui ont été enterrés par le communisme en Afghanistan. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont disparus. Des milliers. Ok, donc on est dans les années 70. Finalement, un groupe de petit à petit, dans chaque village, il y avait des mécontents. Dans chaque village. Et les gens croyaient que si on ne se révolte pas, ils veulent changer le prénom. Ils veulent détruire les mosquées. Ils veulent détruire complètement une culture d'un pays. Et ça ne va pas, ça. Donc, dans les années 75, après 15 ans de communisme, un groupe des étudiants afghans à l'université de Kaboul commence à se réunir, commence à se montrer, à se manifester contre le communisme. Et là-dessous, vous connaissez certainement, en France on parle beaucoup de lui, mais il est mort en 2001, Ahmad Massoud, commandant Massoud. Très connu. Voilà, très connu en France, parce qu'il est un élève français. Il a appris le français couramment, un charismatique très connu en France et très réputé. Il savait très bien parler en français, très bien aimé ici. Les Français qui ont voyagé en Afghanistan, qui connaissent un peu, ils connaissent parfaitement Ahmad Massoud. Du coup, Ahmad Massoud et des autres, un groupe de jeunes étudiants musulmans annoncent djihad. Vous comprenez, le mot djihad vient d'un mot arabe. Djihad, ça veut dire révolte, le combat pour un but, pour libérer le pays. Ok. Dans les années 75, dès presque 80, il y a le révolte afghan, la Mujahideen afghan, qui se révolte contre le communisme, notamment les anciens URSS. Au début, les communistes afghans ont géré la situation, mais petit à petit, la situation a débordé. Ils étaient plus capables de gérer l'Afghanistan. Et le pouvoir c'était se concentrer qu'à Kaboul. Le reste du pays était géré que par des monarchies. Chacun gérait son coin. Et donc, pour ces raisons-là, les anciens URSS, les Russes, commencent à envahir l'Afghanistan. Dans les années 80, ils attaquent l'Afghanistan par des militaires pour sauver le communisme. Leur objectif, c'était sauver tout ce qui était resté dans ce pays. Mais il ne restait pas grand-chose, en fait. Il ne restait qu'au Kaboul. Donc, on parle bien d'un pays assez bas, vous voyez, Kaboul, c'est là. Kaboul, La capitale. Moi, je viens de province Ghazni. Vous voyez le pays voisin, Pakistan. Au sud, à l'ouest, on a l'Iran. Vous voyez là, Iran. Au nord, on a 3 pays anciens de l'URSS. Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan. Et on a une petite frontière qui est route de la soie avec le Chine aussi. Voilà.
C'est ça l'Afghanistan. Vous voyez, même déjà en voyant, c'est géopolitiquement assez bien placé. Hein. C'est vraiment, on dit en Afghanistan est une pont, une traverse entre l'Est et l'Est. En quelque sorte, c'est vrai aussi. Parce que la route de la soie, ça passe au cœur de l'Afghanistan. Et donc, géopolitiquement, c'est assez intéressant, assez stratégique pour Chine. Et Chine, ou les Russes, ou même pendant 20 ans, dernières 20 ans, les Américains aimaient, souhaitaient qu'ils restent en Afghanistan. Mais finalement, la situation abordée, ils ne pouvaient plus rester en Afghanistan. Du coup, il ne faut pas peut-être perdre le fil. On est dans les années 80. Les anciens de l'URSS attaquent l'Afghanistan pour sauver le communisme. Et ça dure, bon, au début, ils disaient qu'on est venu en Afghanistan juste pour aider les Afghans. C'était ça leur slogan. Pour aider les Afghans. Pour aider le gouvernement afghan pour construire ce pays. Ben, en vrai, c'était pas ça leur objectif. On est bien d'accord. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que on voit aujourd'hui ça, tout ce qui se passe en Ukraine. Oui, c'est exactement ça. Voilà, on voit ça exactement la même période, la même procédure en Ukraine. Ils viennent là en disant qu'on va dénazifier ce pays, on va sauver l'Ukraine. Non, on va plutôt détruire l'Ukraine. Bref, donc en Afghanistan, dans les années 80, les Russes attaquent. Les Afghans, les étudiants, les élèves afghans se mobilisent fortement, avec beaucoup de courage. Et tout de suite, comme on avait quelques personnes charismatiques dans ces mouvements, ils étaient allés tout de suite vers les Occidentaux pour demander l'aide. Parce que les élèves afghans tout seuls n'étaient pas capables de se battre contre une puissance du monde, ancienne des RSS. On parle des RSS, c'était pas évident. Donc, notamment, on parle d'Ahmad Massoud, commandant Massoud. Il demande la France, l'Europe, les Américains, des aides. Il dit que voilà, on a des ennemis communs. Eh bien, aidez-nous si vous voulez qu'on se débarque de ce régime. Donc finalement, les Américains et l'Europe ont dit ok, on vous aide. L'Afghanistan a reçu des milliards d'euros, des soutiens financiers et aussi des armes pour se battre contre les soviétiques. Ça a duré 10 ans cette guerre, de 80. La guerre en Afghanistan, ça a duré de 80 jusqu'à 90. 1 million de morts afghans dans cette guerre. Que tu disais 1 million de morts. 1 million de morts. 1 million de morts afghans dans cette guerre. 1 million afghans handicapés, blessés dans cette guerre. Donc en total, ça fait 2 millions. 1 million de morts, 1 million. Tu as dit de 30 Population 30 millions à cette époque. 30 millions. Donc c'était le résultat de guerre. Mais les Afghans n'ont pas abandonné. Ils étaient allés jusqu'au bout. Et finalement, comme les Russes, vous voyez que ce peuple il est très difficile c'est pas possible. Parce que vous voyez la géographie de ce pays, la géographie de l'Afghanistan est un pays dur, hostile. Les montagnes sont très hostiles. On a, comme je disais au début, là, tout au centre, on a des montagnes jusqu'à 20 000 altitudes, 8 000 mètres. Et on a dit, il y a des montagnes, on n'a pas de routes. Il n'y a que des ânes ou des chevaux qui peuvent monter jusque-là. Pas plus. Mais la différence, c'est que les moudjahidines afghans, ils savaient monter jusque-là. Parce qu'ils étaient des gens de la montagne, mais pas les Russes. Non, c'est ça. Même pas avec leurs tanks, hélicoptères. Et non. Parce qu'il y avait des grottes, il y avait des choses où ils se cachaient et puis comment on pouvait se battre. C'est pour ça que ça durait 10 ans. Et finalement, comme il y avait des pressions du monde entier, les Occidentaux, l'Europe, les Américains, finalement, Mikhail Gorbatchev, vous connaissez, l'ancien chef, il dit ça nous coûte très cher, ce pays. Cette guerre, ça nous coûte très cher. Allez, on va quitter ce pays. Dans les années 90, les Russes commencent à débarquer, à se dégager de l'Afghanistan. Ok. Mais d'un seul coup, dans les années. Donc on est bien. Faites bien attention, on est 90.
dans les années 90, dès que les Russes sont partis, les anciens URSS sont partis, d'un seul coup, les Occidentaux, les Américains nous lâchent. Ils nous lâchent au milieu de nulle part. Ils lâchent, ils laissent abandonner l'Afghanistan sous les mains des Moudjahidines qui n'étaient pas unis, qui n'étaient pas capables de gérer une population de 30 millions. Le Moudjahidine, assez détendu, chacun avait des armes armées jusqu'à la gorge, et tout le monde descend à Kaboul, au capitale, pour le pouvoir. Tout le Moudjahidine. Et là, malheureusement, triste, on est descendu, on a commencé une guerre ethnique. Et on a commencé quoi? Une guerre ethnique. Ah oui, oui. Une guerre Guerre ethnique, civile. guerre civile en Afghanistan déclenchée dans les années 90, qui durait jusqu'à 2001. Et le résultat de cette guerre ethnique, à partir de 1993, un groupe de fondamentalistes musulmans, des élèves, des étudiants afghans qui ont été formés à Peshawar, à Quetta, au Pakistan, par ISI, le groupe de secret des militaires pakistanais, qui ont été fondés dans les années 93. Ils commencent leur attaque, ils viennent en Afghanistan pour prendre le pouvoir. Et donc, le phénomène qu'on voit dans la télé, qu'on entend beaucoup parler, talibans, et ça, c'est un phénomène, c'est une idéologie fondée par ISI pakistanais. Faites bien attention là. Donc, dans les années 93, donc les talibans, ils étaient assez forts, assez armés, assez mobilisés, où ils prennent le pouvoir en Afghanistan, comme en 2021, en 6 mois. En 6 mois. Ils commencent au Pakistan, ils attaquent l'Afghanistan, dans 6 mois, ils prennent le pouvoir. Encore une fois, on est tombé dans une horreur, dans un foule absolu, dans un terror absolu dans ce pays. Pendant à peu près 10 ans, ils ont massacré des minorités, les femmes, ils ont détruit tout ce qui était l'ouverture, la modernité vers le monde extérieur. Que ce soit le cinéma, théâtre, musée, toutes les richesses de ce pays, l'université, tous les ministères ont été volés. Tous les bâtiments ont été détruits dans ce pays pendant 10 ans, de 90 jusqu'à 2001. On a vécu moi je suis né en 95, je suis né dans cette erreur. Et avec un souvenir d'un petit enfant, j'étais à peu près 5-6 ans, je me rappelle, j'ai des petites images dans ma tête, toujours, qui tournent, qui étaient assez violentes cette période. Et dans cette période, malheureusement, comme vous voyez, les talibans sont de majorité pashtun, malheureusement. Les talibans. La majorité fondamentaliste, conservateur, des barbares, qui était dans quelque sorte une machine de terror, une machine de tueur. Voilà. Était formé juste pour faire le point 1 jusqu'au B. Ils ne savaient rien de modernité, ils ne savaient rien de humanité, ils ne savaient rien. Ils étaient hostiles. Moi, je n'ai pas de mots. Inhumains. Et donc, ils ont massacré tout ce qui était la minorité, les femmes et la modernité dans ce pays. Pendant 10 ans. Ok. Finalement, pourquoi je dis ça? Dans les années 90, comme les Russes sont partis, on était abandonnés par les Occidentaux, les Américains, notamment l'Europe. Et donc, malheureusement, le résultat, c'était ça. Finalement, comme les talibans ont accueilli leurs frères musulmans, notamment Osama Bin Laden, l'Al-Qaïda en Afghanistan pendant ces 10 ans, et donc ce pays est devenu un pays très dangereux. Vous vous rappelez très bien, l'Al-Qaïda, Osama Bin Laden, se forme en Afghanistan pour attaquer en Amérique. Et ça, c'était formé en Afghanistan, dans cette période. Ils se forment pour attaquer New York. Vous avez vu l'image de New York en 2001. Voilà. Et ça, c'était organisé en Afghanistan par Osama Bin Laden dans les années entre
93 jusqu'à 2001. Ils étaient accueillis, ils étaient en sécurité, ils étaient en quelque sorte aidés, soutenus par les talibans. Parce que ils disaient que c'est des frères musulmans, mais des frères musulmans fondamentalistes, conservateurs, des radicaux. Il ne faut pas mélanger tout ça. L'islam, c'est pas ce que vous voyez. C'est pas ce que vous voyez par les talibans. Non. Il ne faut pas mélanger tout ça. Ok. 2001. Donc on a vécu une période de à peu près 10 ans de terreur, de horreur, si vous voyez, un nettoyage ethnique dans cette période se passer. Nettoyage ethnique contre la minorité, notamment la minorité Hazara. Moi je suis un descendant d'Hazara, qui sont d'origine, si on parle de quelques siècles, ce sont des descendants de Genghis Khan, mongols. Voilà, les Hazara. Et ils sont aussi de courant chiite musulman. On nous considère nous-mêmes, nous considérons qu'on est plutôt les modérés musulmans. Les chiites sont plutôt modérés. Vous ne trouvez aucun chiite, aucun Hazara, membre de Taliban par exemple, ou ni Daesh, ou ni Al-Qaïda. Jamais. Jamais. Voilà. Ça c'est la ligne rouge à ne pas franchir entre un Hazara, entre un chiite et un sunnite. Mais je ne vais pas dire que tous les sunnites sont des terroristes non plus. Il faut faire très très attention. Mais malheureusement, tout ce qui est talib, Al-Qaïda, majoritairement, ils sont extrémistes. Voilà. Donc 2001, il se passait grand chose. Vous voyez, à New York, là, un pays membre de l'OTAN était attaqué, notamment New York, Amérique. Et bien, un seul coup, après 10 ans d'abandon, un seul coup, comme ils étaient attaqués, ils disent on revient. L'OTAN, la SIAF, les Américains, l'Europe ont intervenu, ont attaqué l'Afghanistan en 2001 pour battre, pour tuer Osama bin Laden, pour faire fuir Al-Qaïda d'Afghanistan et pour déplacer les talibans par un État. Donc 2001, on a vécu ça. Moi, je commençais mon scolarité parce qu'en 2001, j'avais 6 ans. Donc je commençais l'école en 2001. Heureusement dans la période plutôt après démocratie, donc c'était plutôt démocratie afghane. 2001, il se passait ça, l'attentat de New York et tristement aussi Ahmad Massoud, commandant Massoud, était aussi tué par Al-Qaïda en 2001, quelques jours avant l'attentat de New York. Et oui, quelques journalistes, Al-Qaïda installe bombe dans une caméra, il se montre comme un journaliste, il tue le commandant Massoud dans une interview. Vous voyez à quel point les terroristes n'ont pas de cœur. Et donc voilà, 2001, l'OTAN, à peu près 44 pays dans l'OTAN ont attaqué l'Afghanistan pour défendre parce qu'un pays membre a été attaqué par des terroristes, c'est ça l'OTAN. Si un pays membre est attaqué, ils vont envahir, ils vont attaquer aussi. Du coup, on a vécu 20 ans sous ce régime aussi, encore un autre régime. Et en 2002, finalement, l'OTAN a attaqué l'Afghanistan en 2001, il vient s'installer. Et en 2002, il y avait une très 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 grande réunion diplomatique à Bonn en Allemagne. C'est une ville en Allemagne. Et là, la Nations Unies, sous le contrôle des Nations Unies, en présence des Américains, de l'Europe et des Moudjahidines afghans, il établit un État à Bonn. Le monde entier aide des Afghans pour établir un État. Et aussi dans cette réunion, Hamid Karzai est un personnage très connu en Afghanistan, et était mis en place comme un président temporairement. Après, en 2004, on a vécu la première élection
si vous voulez, entre guillemets, démocratique en Afghanistan. Mais malheureusement, comme le peuple afghan, pour la première fois dans notre histoire, on a entendu parler quelque chose qui nommait démocratie. On ne savait pas qu'est-ce que c'est la démocratie. On n'était pas prêt pour la démocratie en fait. La démocratie nous a été imposée par un groupe militaire, si vous voulez, par l'OTAN. Sinon, de base, le peuple afghan, on avait faim. On était 80% des Afghans analphabètes. On n'avait pas de l'école. On n'avait rien, on savait rien de démocratie. Mais on avait quand même, les Américains ont aidé pour, voilà. En 2004, on est allé voter. On a voté pour la première fois dans notre histoire, en 2004. Et finalement, le résultat d'élection, Hamid Karzai, encore une fois, il est devenu président de l'Afghanistan. Ça durait, Hamid Karzai était 14 ans, 2 périodes, pendant 14 ans, président de l'Afghanistan, jusqu'à 2014. 2014-2015. Et là, 2014, d'un seul coup, comme ça, surprise, l'OTAN commence à se retirer de l'Afghanistan, à sortir, à partir. Il disait que, parce qu'en 2011, si vous voyez bien, en 2011, l'OTAN, les Américains ont tué Osama Bin Laden au Pakistan, en 2011, mais pas en Afghanistan, au Pakistan. Et donc, c'était ça leur mission en fait, la vraie mission. Petit à petit, je ne sais pas, d'un seul coup, pour nous aussi c'était très surprenant. L'OTAN annonce le retrait. Elle dit, notre mission est accomplie, on vous laisse, adios. Ok. Et bien si vous voulez bien, je vais vous parler en 1990 aussi. Pareil, quand les Russes sont partis de l'Afghanistan, l'OTAN, les Américains, l'Europe nous laissaient seuls. Et pareil, en 2014, pareil. Et donc, petit à petit, l'OTAN a commencé à... D'abord, c'était les Français qui ont quitté l'Afghanistan, dans l'OTAN, sous la Chirac, non, sous Sarkozy. C'était Sarkozy le président, voilà. Mais n'oubliez pas que les talibans n'ont été jamais disparus de l'Afghanistan. Ils étaient toujours là, mais cachés dans le peuple. Parce que si vous voyez, c'est très difficile en Afghanistan de comprendre qui est un talib, qui n'est pas un talib. Parce que ça dit pareil, ils sont barbus, ils ont tout un turban. Malheureusement, ils ont laissé leurs armes et ils étaient dans la rue, ils étaient partout. Mais les talibans n'ont été jamais disparus de l'Afghanistan. Et l'OTAN, l'Europe, les Américains ont cru qu'ils sont disparus. Ils ne sont pas disparus. Donc, à partir de 2014, même avant 2014, on avait quand même des attentats irréguliers sur le militaire, sur les étrangers, sur des bases militaires, devant les ministères, partout des attentats. 2014, moitié le troupe international, il commence à partir. Et la deuxième moitié aussi petit à petit. Et c'est là où les talibans ont recommencé à se mobiliser, remobiliser, à descendre dans les villes. Voilà. Descendre dans les villes, dans les grandes villes. Voilà. Pour la reprise de pouvoir. Donc, le régime qui vient de s'installer là en 2021, ils ont déjà commencé à s'installer en 2015. Déjà, petit à petit. Oui, Et c'est un État islamique depuis quelle date? Qui? L'Afghanistan? Oui. L'Afghanistan est un pays islamique depuis des Oui, siècles. c'est d'accord, mais Il y a un État islamique depuis août 2021. D'accord. Mais c'est la deuxième période Oui. qu'on est un émirat islamique. On était aussi en période entre 1993 jusqu'à 2001. On était aussi sous le contrôle des talibans. Oui. Mais là, c'était un taliban hostile, dangereux. Là aussi, c'est un taliban. Mais ils ont changé que leur costume. Oui. Ils sont devenus, si vous voulez, plus dangereux. Ils se montrent plutôt intelligents, modérés, mais c'est pas changé. Non. C'est les mêmes talibans, c'est les mêmes turbans, c'est le même costume, c'est les mêmes hommes, c'est la même idéologie, et c'est le même islam radical qu'ils présentent aujourd'hui, avec lequel je suis fortement opposant.
moi, comme un garçon de 15 ans, je commençais Là, vous voyez une carte de l'Afghanistan selon l'ethnie. Au centre, la couleur jaune, c'est les Hazaras, selon mon ethnie. Là, au sud, tout ce qui est orange, là, au jaune, tout ça, c'est des. L'orange, là, c'est tout ça, les Pashtuns. Au nord-est, là, tout ce qui est marron, c'est la façon des Tadjiks. Au nord, Ouzbek aussi. Et les Baloches et les autres ethnies. Voilà, il y en a plein d'ethnies. Les 4 grandes ethnies sont des Pashtuns, Tadjiks, Hazaras et Ouzbek. Après, là, c'est la province de Ghazni où je viens, moi et Sharif. Voilà. La province de Ghazni, pas loin de Kaboul. Voilà, sur les cartes. La province Ghazni a à peu près 15-16 districts différents. Et moi, je viens du district Jagori. Voilà, c'est là. Là, c'est à peu près la zone où je viens. Voilà, c'est vert, montagnard, vous voyez. Donc, voilà, donc ça c'était sur le province Ghazni. Je disais qu'à 15 ans, j'ai fondé un centre d'apprentissage. J'ai créé un centre d'apprentissage pour les enfants de mon village, par volonté. Parce que, si vous voulez, dans notre famille, on avait la chance d'aller à l'école. On avait un moyen et on se sentit quand même responsable, hein, comme un devoir d'aider les autres qui n'avaient pas le moyen d'aller à l'école. Ou qui avaient des parents de classe ouvrière. Moi, je suis aussi de classe ouvrière, mais qui n'avaient pas peut-être le moyen pour aller à l'école ou je sais pas. Donc, on les aidait. On les a aidés. Et donc, comme je dis que les soldats étrangers sont petit à petit partis, et ben, le pays est devenu dangereux pour les intellectuels, pour les enseignants, pour les artistes, pour les journalistes, pour les politiciens intellectuels. Et donc, en 2015, ma famille, moi, surtout mes frères aînés qui ont été ingénieurs, ils sont ingénieurs, professeurs, on a tout ce qu'il faut dans la famille, bah, on était menacés pour nos activités, menacés par des extrémistes pour nos activités. Parce que la seule chose qu'on faisait, c'était donner un cours d'anglais, informatique, pour enseigner les gens, les filles et les garçons ensemble dans les classes mixtes. Bah là, c'était la faute. Pour eux, c'est un tabou. Il ne faut pas le faire. On était menacés on nous a envoyé les lettres de menace, on nous a menacés partout, on ne pouvait même plus se déplacer depuis mon ville, Ghazni jusqu'à Kaboul, et donc c'est devenu dangereux. Et c'est là où on a choisi l'exil. On a choisi l'exil, c'est évident. Si dans un pays tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus faire des études, et que tu ne peux rien faire, c'est pour ça que je dis je n'avais pas le choix. On n'avait pas le choix. Soit abandonner tout, se battre pour les talibans, devenir un soldat, soit mourir, soit fuir. C'était ça la solution comme solution qui nous restait. Et là, moi, j'ai décidé de fuir. Évidemment. Parce que dans mon intégration dans mon culture familiale, je ne peux pas me battre pour un groupe radicalisé. T'allais mourir pratiquement. Voilà. Donc, j'ai quitté un exil qui durait 5 mois en 2015. J'ai quitté l'Afghanistan fin l'été, c'était le mois d'août. Depuis l'Afghanistan, en traversant tous ces pays que vous voyez, la ligne noire, tous ces pays. Dans l'ensemble, ça fait 12 pays. 12 pays que j'ai franchi les frontières, où j'ai marché, où j'étais dans le coffre de voiture, j'allais dans le Zodiac, j'étais dans le camionnettes, moitié à pied, et ça durait 5 mois. Voilà. En 2015. L'Afghanistan, une partie du Pakistan, l'Iran, Turquie, Grèce, Macédoine du Nord, Bulgarie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, la France. Donc c'était moi je ne dis pas un voyage parce que le voyage, le mot c'est très très joli. C'est plutôt un périple. 2015, tout seul, un jeune homme de 18 ans. Bon, ça s'est fait il y a 6-7 ans presque.
Et vous avez un autre exemple, un jeune homme qui filme, qui a fait ça récemment. Tout seul aussi? Eh oui, tout seul, à 16 ans. 16 ans? Oui, à 16 ans. Là, il a 17 ans. Le jeune homme que vous voyez, il a fait ce voyage que j'ai fait à 18 ans en 2015, là, mais à 16 ans. Seul. À cette époque, en 2015, c'était encore un petit peu facile. Parce que l'Europe, si vous voyez bien, avec la crise en Syrie, Angela Merkel a annoncé d'accueillir quand même 1 million de Syriens et les frontières ont été laissées ouvertes pendant une petite période. Et cette période, je suis rentré. Donc, à partir de Turquie, c'était plutôt facile pour moi. Mais là, l'époque qu'on vit aujourd'hui, pas du tout évident, pas facile, et on dépense à peu près 3 fois plus cher que j'ai dépensé en 2015. Moi, j'ai dépensé en total 4 000 $ pour arriver jusque-là. Le jeune homme que vous voyez devant vous a dépensé 12 000 $ depuis l'Afghanistan pour arriver jusqu'ici. Pour payer les passeurs. 12 000 $. Puis c'est un souci quand même de ne pas se faire voler sur un site de voyage. Non, on ne garde jamais, même pas 1 euro dans nous. On fait Les passeurs sont assez bien organisés. Ouais, Il se fait, tout ça, ça marche par un réseau. d'accord. Ils sont mobilisés partout dans le monde, malheureusement. Mais vous avez des bons passeurs quand même. Parce que tout le monde Bah, a des bons bah, passeurs. ça, non, c'est pas facile. Non, c'est ça. C'est pas facile. Voilà. Le jeune homme que vous voyez, il a tenté, il est arrivé pour la 7e tentative. Pas la première, 7e fois. Il a tenté sa chance. Ouh là, il est persévérant. Hein? Ouais, 4 fois vers la Grèce. La 3e fois, il a tenté depuis la Turquie jusqu'en Italie. Le jeune homme que vous voyez devant vous, il était 4 nuits dans le mer. 4 nuits dans un petit zodiac. Depuis les Izmir jusqu'en Italie. Le jeune homme que vous voyez devant vous, ils étaient 100 personnes dans un zodiac. 100. Famille, enfants, voilà. Et le jeune homme que vous voyez devant vous a mis 7 mois pour arriver jusqu'ici. 7 mois. Il a dû travailler comme esclave en Turquie, à Istanbul, pour se nourrir. Pour des patrons turcs. Le jeune homme. Le jeune homme a travaillé 4 mois. À 16 ans, il a travaillé 4 mois pour un patron, juste pour se nourrir. Voilà. C'est ça la migration. C'est pour ça qu'on dit, moi je dis je n'avais pas le choix. Malheureusement, souvent, ils ne laissent pas grand-chose pour choisir. Ou tu meurs, Eh oui. tu t'en vas. Mais aussi, la mort est assez triste en Afghanistan. Parce que personne va demander pourquoi il est mort. Qui est mort? Quoi est mort? Il y a des centaines, des dizaines qui meurent par jour. Il n'y a personne qui demande. Personne va être désolé, triste pour toi. Parce que la mort, malheureusement, on s'habituait. C'est ça. On s'habituait, on s'adaptait, on s'harmonisait. Et c'est triste. Mes parents, ça fait 60 ans, ça fait 50 ans, depuis leur âge de 10-15 ans, qu'ils entendent le bruit de bombes. Ils n'ont connu que ça. Ils ont connu que ça. Et donc, dans ce pays, tout le monde est terrorisé. Il n'y a que de bruit de bombes, il n'y a que de terreurs, il n'y a que d'assassinats devant vous. Les femmes sont considérées comme des deuxième classe dans ce pays. Il n'y a plus de droits, il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a même pas, en ce moment, avec un régime fondamentaliste barbare, il n'y a même pas une loi. Il fait comme il veut. Il assassine comme il veut. Voilà. Il n'y a pas un juge dans ce pays en ce moment. Justice, il n'y a rien dans ce pays. Il n'y a rien. Il y a une barbarie. Comme on dit ici, droit de forêt, le plus fort gagne toujours. Oui, Voilà. ça j'aime, oui. Donc c'est pour ça, comment vous voulez qu'on reste dans ce pays? Non. On est vraiment, si vous voulez, abandonné de partout. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est fuir à tout prix. Vous voyez bien, imaginez-vous, ses parents. Moi, je suis sûr que ce n'était pas une décision facile de laisser un jeune homme de partir à 16 ans. Vous êtes parents, imaginez-vous, laisser un enfant, un gamin de 16 ans, allez, toi, va-t'en, je sais pas où, autre bout du monde. L'Afghanistan, d'ici, j'ai calculé à peu près 8000 km loin d'ici. Donc, et là, ça montre quelque chose, ça montre une urgence, ça montre quelque chose, certainement.
que les parents sont pris de prendre un risque à tout prix. Ils payent cher, ils vendent tout pour sauver au moins la vie de un de ses enfants. Pas tous. Un. Parce que pour eux, chacun et chacune d'entre nous qui sont là en Europe porte un espoir. On porte des espoirs. Voilà. Et donc, ce jeune homme que vous voyez aussi, c'est un de... je suis sûr, parce qu'il a 3 sœurs et un frère qui sont tout petits. Il est le plus grand. Et c'est le seul espoir pour ses parents, certainement. Comme moi. Donc, voilà. Nous vivons dans une époque comme ça, malheureusement. Qu'il ne reste pas grand-chose, il ne reste pas grand-chose. Pour vivre, pour vraiment être optimiste, pour rester. Souvent, les gens me demandent, ben, vous parlez bien français, vous avez fait des études, machin, etc. Pourquoi vous ne restez pas dans votre pays pour vous battre, pour résister? Souvent, les gens me demandent ça. Attention, la réponse. Moi, je sais un peu l'histoire de la France aussi. Quand Charles de Gaulle a résisté depuis Londres contre un régime ici en France, ben vous vivez dans une époque où vous avez un minimum quand même. Il y avait une éducation, où il y avait une mobilisation forte. Mais dans mon pays, c'est pas pareil. On est dans une autre époque, on est dans un autre monde. Dans ce pays, 70% de sa population sont analphabètes. Dans ce pays que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, il y a 15 ethnies différentes, divisées. Ils ne sont pas unis. Il n'y a pas un sentiment national dans ce pays. Comment vous voulez qu'il résiste? Il y a un jeune homme qui arrive. Du coup, tout ça pour vous raconter l'histoire de ce pays, l'actualité, et voilà le parcours que j'ai fait en traversant de ce pays. Oui. Voilà comment j'ai franchi les frontières. Regardez, le coffre de voiture, 5 personnes. Oh, Voilà. 5 personnes dans un coffre. Ouais. 5 personnes dans un coffre. Ça paraît impossible. Ben, voilà. Comment vous allez faire avec les jambes, tout Et ça? ben, voilà, c'est comme ça. Ils ont Voilà. Donc voilà, comme ça, ou dans un camionnette, ou dans le Zodiac, 45 personnes dans un Zodiac. C'est comme ça qu'on traverse les frontières. Et oui. Voilà. Après, je vous parlais de quand j'ai été adolescent de 15 ans, j'ai enseigné. Ce sont mes élèves. Oui. Voilà, mes élèves toujours, et moi devant mes élèves. Quand j'ai enseigné, ce sont des photos de 2011, 2010, 2012. Voilà, mes élèves toujours. Centre d'apprentissage de mythes. Là, je résume l'Afghanistan par un optimisme. C'est toujours mieux de happy end, hein? De terminer mieux. Malgré tout, 50 ans de guerre, de misère, de famine, de terreur, mais ce pays est tellement beau, ce pays est tellement naturel, ce pays est tellement... il y a un paysage attirant. Malgré les 50 ans de guerre, mais il ne peut pas détruire la beauté de ce pays, qui est la nature, qui est donnée par un dieu, si vous voulez. Moi, je ne suis pas croyant, mais comme ça. Donc les talibans, même s'ils tuent, même s'ils assassinent, ils ne peuvent pas faire autre chose avec la nature de ce pays. Et c'est l'espoir. Et c'est l'espoir que ce pays résiste. Le régime vient et s'en va tous les 10 ans, mais le pays résiste. Le pays reste. Le paysage de ce pays reste. Voilà l'Afghanistan. C'est ça la vraie. Ça, c'est une partie de Kaboul. Et c'est pas un Photoshop, c'est une photo réelle. Oui, c'est magnifique. Voilà. Voilà, encore j'ai des photos voilà, de nord de l'Afghanistan. Ça c'est un très grand monument historique, aussi mosquée. Chaque année, 21, 22, 23 mars, calendrier afghan, on a des nouvel an qui s'appelle Nowruz. La nouvelle an afghan est fêtée chaque année ici autour de cette mosquée, dans la ville de Mazar-e-Sharif. Comment elle s'appelle cette mosquée? Cette mosquée s'appelle monument d'une imam qui s'appelle Ali. Donc c'est la mosquée d'Ali. Ouais. Voilà. Voilà. Et la province de Herat, à l'est, c'est à la frontière de Iran. Voilà les fameux Bouddhas. Ah oui, voilà. qui avaient été Qui ont été bombardés. bombardés en 2001 par les talibans.
et les lacs de Bandi Amir, la beauté d'Afghanistan. Les Bouddhas, malheureusement, ont été détruits. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il reste que... Il y en a eu. Voilà. Et voilà, ça c'est ma province, ma ville, un ancien. Voilà. Encore une fois, je fais rapide parce que là, on est fini. Ouais, c'est beau les paysages. Voilà. Ah oui, c'est très beau. Et oui. Mais voilà, c'est pour ça je pense que le régime, vous voyez, comme j'ai raconté l'histoire, tous les 10 ans, il y a un changement. Et malheureusement, chaque fois, dès il y a un régime qui s'installe, au début peut-être on les accueille, mais au bout d'un moment, on a marre. Et c'est pareil avec les talibans. S'ils continuent comme ça, avec un barbarie, avec le terror, assassinat, un jour les peuples vont se révolter. Ils vont les dégager. Parce que 35 millions d'Afghans, s'ils se réunissent, il y a quelques milliers de terroristes, des barbares, 5 000 ou 4 000, on va les dégager, c'est pas difficile. Oui, puis quand tous les jeunes partent d'un pays, un beau jour, on dit c'est plus possible. Mais la résistance, ça peut se faire à l'extérieur, et même à l'intérieur. Oui, parce que c'est idéologique tout ça. Voilà. Le combat, il est Voilà, quand même... des photos, j'ai choisi de chaque province d'Afghanistan une photo qui est magnifique. Vous voyez des déserts, des lacs, vous voyez des montagnes, voilà. Des neiges, Oui. voilà. Voilà l'Afghanistan, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup les montagnes. Eh oui, partout il y a des montagnes. Ouais. Il y a même les arènes en Afghanistan. Oui, Eh oui. parce que c'est... Ouais. Il doit y avoir beaucoup d'endroits qui sont inscrits au patrimoine mondial de Bien sûr, l'UNESCO. comme les Bouddhas, Parce le lac que- de Bandi Amir, Voilà, exactement. voilà. Et là, comme ressource, comme référence pour mon livre, Oui. si vous vraiment vous aimez, si vous êtes curieux sur l'Afghanistan, là j'ai mis un livre d'un écrivain anglais qui s'appelle Rory Stivar. Il est toujours vivant, un diplomate. Il a écrit un livre sur l'Afghanistan. Lui-même, il a traversé l'Afghanistan à pied. À pied, dans les années 2002, après le chute de Taliban, Ouais. à pied depuis l'Iran jusqu'à Pakistan. Il a écrit un témoignage incroyable, extraordinaire sur mon pays. Chaque ville, chaque village qu'il a traversé, il a écrit son témoignage. Et je trouve ça admirable, très courageux. Vous pouvez le lire en français et en anglais aussi, ça existe. Ça s'appelle En Afghanistan. En anglais, la version originale s'appelle The Place in Between. Voilà. Et mes coordonnées, sinon, normalement de ma part, c'est tout. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Je sais que dans les années